your back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. Bonsoir à tous. Je suis Vincent, j'ai été diplômé en 2003, je suis du programme en école de la promotion 10. Très heureux de vous accueillir ce soir juste avant de commencer, je voulais remercier Christophe et Solène avant tout, honneur aux dames, pour la participation à cet événement alumni. Sur un thème assez étonnant. Volontairement, j'ai sollicité Solène et Christophe sur ce sujet du recyclage, parce qu'on a la chance, parmi les alumni, d'avoir deux entrepreneurs qui travaillent dans cet univers. Je vais leur laisser la parole pour qu'ils se présentent. Solène, tu es au Canada, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire à 18 heures. Quelle heure est-il chez toi et est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Vincent. Alors, à Montréal, il est 13 heures. D'abord, je voudrais remercier tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour le recyclage. C'est bien apprécié. Et puis, merci Vincent d'organiser cet événement. Ça fait toujours très plaisir de revenir vers l'école. Donc, voilà, un gros merci. Ensuite, concernant mon parcours, je vais vous partager une petite slide. Moi, j'aime bien avoir un support là, comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Là, je pense que vous voyez mon écran. C'est parfait, oui, on te voit. Excellent, merci. Donc, ouais, c'est ça. Moi, j'ai été diplômée en 2004, donc je suis de la P11 et j'ai fait ma dernière année d'école à l'Université de Sherbrooke au Québec. Donc, le Québec est une des provinces du Canada. Et à l'issue de mes études ici, en fait, j'ai trouvé un emploi chez Bombardier, donc tout de suite à la sortie de l'école en 2004. Bombardier, c'est un avionneur, donc c'est une compagnie qui fabrique des avions. Ils font des jets privés. Ils ne font pas des gros avions comme Airbus et Boeing, ils font des plus petits avions, donc des jets privés. Et chez Bombardier, j'étais acheteur. Donc, c'était vraiment bien comme premier boulot en sortant de l'école parce que Bombardier, c'est une grande compagnie très reconnue. Donc, c'était vraiment très le fun. Cependant, assez vite, en fait, je me suis rendu compte que les grosses structures, en fait, ça ne me correspond pas. Je ne me sens pas bien dedans parce que je me sens comme un pion sur un échiquier et que je sois là ou pas là, ça ne change pas grand-chose. Je suis complètement remplaçable, donc je n'ai pas trop aimé ce sentiment. Je me sentais un petit peu noyée dans la masse. Donc, je suis restée qu'1 an chez Bombardier et après, je suis partie chez Avior Produits Intégrés. Et eux, c'est un fournisseur de Bombardier. Donc, ils vendent à Bombardier certaines pièces en aluminium et en matériaux composites. Et là, c'était beaucoup plus intéressant pour moi, parce que chez Avior, je gérais le compte de Bombardier. Donc, j'ai été coordonnatrice de programme pour le programme Bombardier. Et donc, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Avior, c'est une PME, il y a à peu près 200 personnes, ça varie en fonction des années. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cet emploi-là. Donc, je suis restée 2 ans. Et puis, en 2007, avec mon conjoint, on a décidé de se marier. Donc, là, il y a eu un break de 6 mois. On est revenu en Europe. On a fait un grand voyage de noces qui a duré 6 mois. C'était super et tout. Et après ça, on est revenu au Québec. Et donc là, j'ai trouvé un emploi chez Intrado. Donc là, j'étais Master Scheduler. Intrado, c'est une compagnie qui fabrique des serveurs pour la voix sur IP, la voix sur Internet, quoi. Et j'étais Master Scheduler, c'est-à-dire que j'étais programmateur, en fait. Donc, on fabrique tout un tas de trucs et puis moi, je mettais au point les cédules de production. Je ne sais plus exactement comment on dit cédule en français, mais en tout cas, c'est un calque du mot anglais, c'est pour définir on fait quoi à quel moment. Donc, je définissais quel produit on allait fabriquer pour quel client. Il fallait s'assurer d'avoir tous les composants pour fabriquer ça, puis toute la main-d'œuvre qu'il fallait. Donc, ça, j'ai bien aimé. Je suis restée là 4 ans, mais en fait 3 ans. Et c'est à l'issue de ça que j'ai créé Polystyver. Donc là, vous voyez qu'il y a un truc un peu spécial parce que je suis restée chez Intrado de 2008 à 2012, puis j'ai commencé chez Polystyver en 2011. Donc, il y a un truc, pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant en 2012 et j'ai utilisé le congé parental pour monter ma compagnie. Parce qu'au Québec, on a 1 an de congé parental qu'on peut répartir comme on veut entre les 2 parents. Donc, pour le premier enfant, on avait partagé 50-50, l'équité et tout. Mais pour le deuxième, vu que je voulais monter ma compagnie, j'ai pris toute l'année pour moi.
et j'ai démarré Polystyver. Donc voilà, c'était en 2011, c'était il y a 10 ans déjà, mon Dieu. Et Polystyver, c'est une compagnie qui fabrique, qui développe une technologie de recyclage du polystyrène. Donc, je suis la CEO et fondatrice de cette compagnie-là, qui a bien grandi depuis. Et voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus sur la compagnie, un petit peu plus loin dans la présentation. Ouais, Voilà. merci Solène pour cette présentation et ton parcours bien riche hein, depuis ta diplomation, comme on dit, depuis, Exactement. depuis que tu es sorti de l'école. C'est toujours intéressant. J'aime beaucoup, moi, voir le parcours des uns et des autres tellement différents de, voilà, de notre propre expérience. Hein. Les uns, les autres, vous pouvez voir ce qu'une ancienne aujourd'hui est devenue. Christophe, toi, est-ce que tu peux, en partageant ta caméra, qu'on puisse te voir et ton micro, parce que tu es en mute, nous dire un petit peu ce que tu as fait depuis ton école? Toi, tu es de la promo. Moi, je suis de la promo 10, toi, tu es de la promo 4, c'est ça? Presque, moi je suis la promo 5. La 5, j'étais pas loin. Bonjour à tous. Effectivement, promo 5, à l'époque où le SCRN, on appelait ça comme ça, était la petite chaîne qui monte. C'était marrant parce que c'était une super époque, la promo 5. Déjà, les premières années, c'était vraiment sympa. Donc voilà, j'ai rejoint Sud de Corène en 94, si je me souviens bien, et j'y suis sorti en 95, pardon, et je suis sorti en 98. Voilà, promo 5. J'étais dans l'association Warlock. Moi, c'était assez marrant. C'était la vidéo. On a lancé des Wizards. On avait un côté entrepreneur et fun avec tous les gars et toutes les personnes avec qui on était dans la sauce. On s'est bien amusé. J'ai passé ma deuxième année à Concordia, à Montréal. Donc, ça nous a aussi rapproché avec Solène, en plus du métier du recyclage un peu plus tard. Parce que la deuxième année au Québec, c'était juste gigantesque, comme je pense que tous ceux qui ont l'expérience de l'année à l'étranger, pour la grande majorité, se sont bien amusés et ont trouvé ça super. Voilà, diplômé en 98, moi je fais partie d'une génération, un des derniers d'ailleurs, qui faisait encore les services militaires. Donc j'ai fait mon service militaire en revenant pendant 1 an, voilà, dans la marine. C'était voilà, une belle expérience également. Donc finalement j'en suis revenu avec du positif et beaucoup de positif. Et juste en revenant, ah oui, j'ai oublié. Quand j'étais à Subdeco et à Concordia, je me suis spécialisé en vente management. C'était mon truc, j'aimais bien ça. Et donc, je suis vraiment allé là-dedans, entrepreneuriat, vente. Voilà. Et quand je suis rentré de l'armée, j'ai cherché un job et j'ai trouvé une annonce dans Cadre Emploi qui proposait un job chez Suez, dans une branche de Suez qui s'appelle CITA. CITA, c'est les déchets chez Suez. Et CITA cherchait des managers dans le recyclage. Alors moi, j'y connaissais rien, mais pour le coup, rien du tout. Je n'avais pas forcément de velléité particulière pour l'environnement. Ça m'attirait, mais voilà, je n'étais pas né dedans et ce n'était pas ma passion. Néanmoins, le job me plaisait bien et la formation que m'a proposée Suez à l'époque, il faut comprendre qu'en 99, le recyclage, ça avait à peine 10 ans. Le recyclage groupe, j'entends par là, quand on commence à passer à une étape supérieure. Et Suez n'avait pas d'expérience ou très peu, donc rachetait des petites boîtes, des petits récupérateurs, et puis se nourrissait des expériences de ces récupérateurs. Et donc elle embauchait des jeunes comme nous, et elle leur disait, je ne veux pas vous voir pendant 6 mois, vous allez apprendre chez tous les récupérateurs, vous allez apprendre à reconnaître du plastique, du papier, du carton, du bois, vous allez apprendre ces métiers-là, et c'est vous qui allez finalement transmettre ces connaissances à l'ensemble du groupe derrière. Donc ça, c'était top parce que ça veut dire que assez rapidement, je suis devenu comme d'autres, espèce d'expert dans le recyclage et sur certains produits. C'est-à-dire que n'importe quel commercial du groupe venait nous voir en nous disant, voilà, j'ai ce produit-là, qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est nous qui trouvions des solutions pour ces produits-là. Donc super expérience qui fait grimper assez vite finalement dans ces grands groupes et qui sont passionnants. Donc ça, c'était chouette. J'ai fait 2 ans à Bordeaux et puis je suis remonté à Paris. J'ai passé 6 ans à Paris. Et je suis parti après 2 ans en Champagne-Ardenne pour être directeur d'une business unit de Suez qui était les centres de tri de la Champagne-Ardenne. Donc vraiment passé en opérationnel pendant 2 ans. Donc ça, c'était super aussi. Donc une belle progression, je dirais, en 10 ans qui était très passionnante et très intéressante. Et puis voilà, après 10 ans, pour plein de raisons, et puis peut-être un peu ce qu'a dit Solène aussi, c'était trop gros, je m'y reconnaissais plus, je m'y retrouvais plus, je suis parti et j'ai monté ma société, pas tout de suite. J'ai d'abord travaillé 6 mois sur un projet qui était de lancer des machines pour collecter des bouteilles.
Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas le temps. C'était trop tôt en France. Et donc, j'ai eu de la chance à un moment d'avoir un copain qui m'a, pour être très clair, donné un grand coup de pied dans le derrière en me disant, mais démarre ta boîte, tu vas voir, ça va marcher. Et ce que j'ai fait, en fait, quasiment le lendemain, je me suis dit, tu as raison, au lieu de réfléchir à plein de sujets, je vais y aller. J'ai lancé ma boîte, Conteco, en 2010. Et assez rapidement, enfin très rapidement même, ça a très vite démarré, puisque dès la première année, j'ai fait quasiment 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et au bout d'un an ou 2 ans, même un an, j'arrivais à me payer raisonnablement par cette société. Et voilà, ça a démarré comme ça. Et j'ai, au bout d'un an, oui. Ouais, Christophe, est-ce que tu peux revenir à ton activité d'aujourd'hui? Parce que tu as dit un mot, enfin, je ne sais pas si tu l'as mis, mais aujourd'hui, ton activité, c'est bien le négoce de déchets ou de matériaux recyclables. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la spécificité de l'univers du recyclage. C'est que quand on veut créer son business dans cet écosystème-là, c'est de l'achat-revente. Oui, pardon. Alors, ouais, parce que tu veux que je m'oriente plus. Oui. Donc 2010, je crée une société effectivement de gestion de déchets, de facility management pour certaines sociétés, de gestion de déchets et de négoce de déchets. C'est-à-dire quoi? J'achète, je vends, j'achète des produits qui ont été triés ou j'achète du carton dans une entreprise et une fois qu'il est mis en balle comme un gros ballot de paille, moi j'achète ces ballots de paille et ces ballots de carton, de plastique et je les envoie dans des usines qui vont recycler ce carton, ce plastique, etc. Donc c'est un énorme marché effectivement où il y a de très gros acteurs et assez peu de très petits. Donc moi, j'étais tout seul, je me lance, je suis tout petit. Je ne sais pas si tu te souviens, Vincent, mais à l'époque, c'était 2010-2011. Je faisais partie de l'association des anciens de Suldeco et c'est là qu'on s'est rencontrés, hein, c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Et c'est surtout là que j'ai retrouvé un ami à moi, Grégoire Bureau, qui était de la promo 7 ou 8, et à qui j'ai proposé à un moment de dire, écoute, moi, mon activité commence à bien démarrer, j'ai besoin de m'associer avec quelqu'un parce que j'arrive pas à tout faire tout seul. Et donc, on s'est associés tous les deux à faire une deuxième entreprise, finalement, qui s'appelle Acteco Recycling, donc qui a quasiment 10 ans là, cette année, je crois, ou l'année prochaine, qui va avoir 10 ans et qui, pour le coup, fait effectivement du trading de matériaux. On n'est que 5, donc on a juste des bureaux, on n'a pas d'installation. Et on fait du trading. Donc, ce que je viens de vous expliquer, on achète, on vend. Voilà, la photo est je partage une de tes slides, c'est ce genre de matériaux que tu achètes et que tu revends, de l'acier, du plastique. Exactement. Voilà. Donc j'achète beaucoup à des collectivités, c'est mon plus gros marché et c'est là que je me suis mis sur une niche où il y avait assez peu de monde, il n'y avait que des très gros. Je me suis mis sur une compétence que j'avais déjà, que j'avais gardée de chez Suez, qui était de travailler avec les collectivités. Or la reprise des matériaux, des centres de tri des collectivités, pour faire court, c'est ce que vous mettez dans votre bac jaune chez vous. Bah, ça arrive dans un centre de tri, c'est trié par la collectivité ou par un sous-traitant. Et derrière, moi, j'ai un contrat de rachat de ces produits-là à la collectivité que je revends dans des usines. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y avait juste les 3-4 gros et ils n'avaient pas vu venir des petits. Donc j'ai fait tranquillement ma place. Accessoirement, dans tout ça, j'ai été dans la fédération du recyclage. Tu dois avoir 2-3 slides, Vincent, sur la fédération du recyclage qui me permet de vous amener en fait ce que c'est un peu que ce monde du recyclage. C'est pour vous donner une indication, le monde du recyclage en France, c'est 1 milliard d'euros. Donc c'est vraiment une activité très très importante en France. C'est 30 000 emplois, voilà, vous avez les chiffres, c'est 107 millions de tonnes, vous voyez, ça c'était en 2018, c'est quasiment pareil en 2019, et ça va que crescendo en fait, parce qu'on fait tout pour limiter le déchet aujourd'hui en France, mais par contre on compense par du recyclage. Donc voilà, c'est 9 milliards d'euros, c'est 9 milliards d'euros, oui, je me suis trompé, j'ai dit une bêtise, pardon. C'est 1000 entreprises. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir le volume que représente cette activité du recyclage en France. Je pense que la plupart d'entre vous entendez assez régulièrement dans la presse un des groupes qui fait le plus parler de lui, c'est Paprec. En ce moment, on entend beaucoup de parler de Suez et Veolia parce que Veolia veut racheter Suez et Suez n'est pas d'accord. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des très grosses entités qui veulent se rapprocher et c'est un énorme marché. Donc voilà, Solène et moi, on en fait partie, mais à différentes étapes. Et pourtant, on est microscopiques dans ce monde-là. Et moi, je fais 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand vous voyez le chiffre d'affaires de ces métiers, c'est énorme. Et peut-être une précision un peu plus large, le plastique, là-dedans, c'est 900 000 tonnes. Quand on parle de... remets la slide d'avant, s'il te plaît, Vincent. Excuse-moi, je n'ai pas partagé ma... On parlait de
de 107 millions de tonnes. De 107 millions de tonnes, le plastique là-dedans, récupéré, c'est même pas 1 million de tonnes. Voilà, pour vous donner une idée, le plus gros, c'est le BTP, ça c'est énorme. Effectivement, tout ce qui est métaux ferreux, etc. Mais nous, le plastique, en France, on représente à peine 1% du marché du recyclage en France. D'accord? Et pourtant, on en parle beaucoup, 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 beaucoup plus que les autres. Donc voilà pour l'intro. Je me suis un peu égaré, mais je pense que ça te donne une bonne photographie. Non, non, merci, merci Christophe. Donc effectivement, c'est un marché absolument gigantesque. Solène, ce qui se passe au Canada pour le recyclage d'un point de vue général, plus général et en particulier, ce qui nous intéresse, ton activité, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, certainement. Alors, moi aussi, je vais partager un petit peu parce que j'aime bien savoir un support. Voilà. Alors, on a vu que Christophe achetait, vous revendez des ballots de carton ou des ballots de matériaux ferreux. Toi, c'est ton alors nous, produit, c'est ce qu'on fait, c'est du plastique. recyclage de polystyrène. Et en fait, on a développé une technologie de recyclage. Donc, ce que je vends, moi, c'est vraiment la technologie de recyclage. Je ne vends pas du polystyrène recyclé, quoi. On va commencer par le début. C'est quoi le polystyrène? Donc, là, sur ma slide, vous voyez tous les types de polystyrène qui existent à peu près, là. Donc, le styromousse, je ne sais pas comment vous dites en France, le polystyrène expansé, la mousse blanche. Ça, c'est le plus courant, en fait, qui est utilisé pour le packaging, l'emballage. Ensuite, il y en a beaucoup qui est utilisé dans le bâtiment. Donc, ce que vous voyez en rose, là, c'est des panneaux d'isolation pour les murs. Celui-là, il est en extrudé, il y en a aussi en expansé. Ensuite, il y a les petites barquettes alimentaires. Ça, c'est un truc qui est complètement en train de disparaître parce que c'est du single use, puis on n'arrive pas à les récupérer. Donc, ça, c'est un marché qui est à peu près perdu. Ensuite, les stylobiques, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais les stylobiques sont faits en polystyrène. Les boîtes de Ferrero Rocher aussi, la boîte transparente, c'est du polystyrène. Et puis, un qui est très important, c'est les pots de yaourt. Les pots de yaourt sécables, donc ceux qui viennent en lot de 4 ou 6, puis qu'on peut casser comme ça, eux, ils sont faits en polystyrène. Si vous les retournez en dessous, vous allez voir le petit numéro 6 dans le petit triangle. Donc, numéro 6, c'est le numéro du polystyrène. Donc, voilà. Donc, il y en a plein du polystyrène. Et aujourd'hui, il est très, très peu recyclé. Pourquoi il n'est pas recyclé plus que ça? Le premier problème, c'est l'accès aux déchets. Parce qu'en fait, c'est un des pires problèmes dans le recyclage, surtout dans le recyclage des plastiques, je dirais. Il faut arriver à les avoir, les déchets. C'est difficile de les trier, c'est pas si facile que ça de récupérer ce qui s'en va aux poubelles. En fait. Deuxième problème, la contamination. C'est-à-dire que ce plastique-là, le polystyrène, il est mélangé avec les autres plastiques. Donc, c'est tout un défi de trier et ça coûte cher de trier. Et souvent, le tri coûte trop cher en fait pour ce qu'on pourrait en faire du produit à la fin. Ça, c'est un problème. Et le troisième problème, c'est le grade alimentaire, parce qu'il y a quand même la moitié du polystyrène qui est utilisé pour des applications de grade alimentaire. Donc, par exemple, les pots de yaourt, mais aussi les fish box. Donc, je crois qu'on dit casse-marée en France. Donc, c'est les glacières en fait dans lesquelles on transporte les poissons. Et donc voilà, il y a la moitié du polystyrène qui est utilisé pour du grade alimentaire. Donc si on veut le recycler pour refaire la même chose, il faut de nouveau atteindre le grade alimentaire. Et ça, c'est difficile parce que ça demande une pureté extrêmement élevée. Bref, il y a plein de problèmes. C'est pour ça que ça ne se fait pas. Donc nous, on a inventé un truc pour le faire. Là, je vais vous expliquer ce qu'on a inventé là. Mais au niveau des acteurs du recyclage, donc, là, j'ai fait une petite liste, mais en fait, ils fonctionnent en boucle. C'est vraiment c'est circulaire. Donc, il y a le metteur en marché. Donc, par exemple, Saint-Gobain, vous connaissez, c'est dans la construction. Hein. Donc, eux, ils fabriquent les panneaux pour isoler les bâtiments. Et Danone, vous connaissez aussi, ils font les pots de yaourt. Donc, eux, c'est les metteurs en marché. C'est eux qui mettent les produits sur le marché. Ensuite, vous utilisez le produit, vous le jetez, et là, ça va aux déchets. Donc, les déchets post-consommateurs, par exemple, les pots de yaourt, et puis les déchets post-industriels, c'est par exemple les chutes de production. Voilà. Alors ça, c'est vraiment important parce que ce qui a le plus de valeur aujourd'hui, c'est le post-consommateur. C'est vraiment ces produits-là qu'on essaie de recycler le plus, c'est ceux-là qu'on parle beaucoup. Mais en volume, ce n'est pas du tout ceux-là qui prennent le plus de volume. C'est un peu comme disait Christophe tout à l'heure, on parle beaucoup du recyclage des plastiques, mais en fait, c'est une toute petite partie des déchets, les plastiques.
Ben, le post-conso, c'est la même chose. Le post-conso, on en parle énormément, les single-use, c'est toute une grosse affaire. Mais en fait, les déchets post-consommateurs, c'est une petite fraction du marché par rapport au post-industriel. Donc voilà, donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut les récupérer, les déchets. Donc d'abord, il y a le collecteur et le transporteur. Et c'est souvent ça le maillon qui ne marche pas, quoi, parce que c'est difficile d'aller chercher les déchets, de les trier, puis de les transporter jusqu'à l'endroit où ils pourraient être recyclés. C'est souvent ça qui coûte cher et puis qui fait que ben, finalement, on ne le fait pas. Quand on le fait quand même, ensuite, il y a le recycleur. Donc, le recycleur, lui, c'est celui qui prend vraiment les déchets et puis qui les transforme en autre chose. Donc, c'est les gens à qui j'essaye de vendre ma technologie. Là. Donc, c'est vraiment ceux qui font les opérations de recyclage. Ce n'est pas la même chose que ceux qui transportent et qui collectent. Les deux sont très, très importants. Donc, après le recycleur, on a le transformateur. Donc, c'est-à-dire celui qui va transformer le plastique en quelque chose. Donc, par exemple, les gens qui achètent la résine et puis qui font des panneaux d'isolation ou des pots de yaourt, etc. Et donc, eux, en général, j'ai une petite question pour toi, excuse-moi de t'interrompre. Christophe parlait tout à l'heure des traders, parce que Christophe, il a une salle de trading de déchets, visiblement. Où est-ce qu'ils sont les traders là? Pas mal au niveau, je dirais, entre le collecteur et le recycleur. En général, c'est ça. Tu me diras ton avis, Christophe, là. Mais je pense que l'idée, c'est pas mal le trader, il sait où ils sont les déchets, puis il sait qui les veut. Donc, il sait où les collecter, puis il sait qui est le recycleur qui va les vouloir. Donc, il fait le lien entre les deux. Voilà. Et donc, à la fin, comme je disais, on arrive sur les transformateurs qui sont les mêmes que les metteurs en marché. Donc, à la base, soit ils achètent du vierge, du plastique vierge, soit ils achètent du plastique recyclé. Et donc, nous, en faisant du recyclé, on essaye de faire que ce soit circulaire. Voilà. Dans un monde idéal, on peut faire plusieurs fois la boucle. Mais dans la réalité, il y a plein de produits qu'au bout d'un cycle de recyclage, ils sont abîmés, on ne peut pas les recycler une deuxième fois. Voilà. Et puis, par-dessus tout ça, il y a Citeo et Valorplast qui se mettent, on va dire. Donc, Citeo, c'est une instance gouvernementale française qui essaye de mettre en place le recyclage, de favoriser le recyclage, surtout au niveau des collecteurs et des transporteurs. Alors, et Valorplast, eux, ils essayent d'encourager le recyclage plus au niveau des recycleurs, justement. Donc voilà, ils essayent de faire que ça tourne un petit peu plus rond, toute cette affaire. Et puis, finalement, il y a la réglementation. Donc, Citeo, eux, c'est eux qui mettent en place, par exemple, la taxe plastique. Alors ça, c'est très important, la taxe plastique. Et pour des gens comme moi qui vendent de la technologie de recyclage, ça favorise beaucoup le recyclage. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, la taxe plastique, c'est le fait que les plastiques vierges, ils vont être taxés. Donc, si tu mets un plastique vierge sur le marché, tu vas devoir payer comme une autorisation de le mettre sur le marché, ton plastique vierge. Et évidemment, il n'y a pas ça sur le recyclé. Donc, ça fait que le recyclé devient plus compétitif par rapport au vierge. C'est le but de l'opération. Hein. Et puis, il y a aussi la REP, qui est donc la responsabilité élargie des producteurs. Donc, ça, c'est une sorte de réglementation pour obliger les metteurs en marché de faire attention à la fin de leurs produits. C'est fini le temps où tu mets quelque chose en marché et puis tu dis ouais, « je ne sais pas ce qui arrive au bout, on s'en fout, ça va partir à l'enfouissement, ce n'est pas mon problème. » Non, aujourd'hui, si tu es un producteur, tu dois savoir où il va finir ton produit, puis tu dois t'arranger pour qu'il soit le plus recyclé possible. Alors. D'accord. Est-ce que Christophe, Voilà. est-ce que tu voulais... Oui, vas-y, Solène, tu peux continuer dans ce cas-là. Présente-nous un peu ta technologie pour... Exactement, c'est ça que je voulais présenter un petit peu. Alors là, vous voyez la dissolution, en fait. Donc, comme je vous disais, le polystyrène, il n'est pas beaucoup recyclé pour un tas de raisons, et d'abord pour des raisons de contamination. Alors, une des choses qu'on a inventées, c'est ce procédé par dissolution. Donc, on met le polystyrène en contact avec une huile essentielle, puis c'est une vraie huile essentielle, hein, c'est un produit naturel, tout le kit là. Et ça se dissout comme du sucre dans du café. Là, vous voyez, là, ma vidéo, elle est à vitesse réelle, c'est pas accéléré. Et la beauté de la chose, c'est que les autres plastiques ne vont pas se dissoudre. Donc forcément, ça rend ça facile pour nous de les filtrer. Donc voilà, ça c'est un petit schéma très basique de comment notre technologie fonctionne. Donc d'abord, on dissout, vous avez vu.
Ensuite, on fait une filtration pour enlever les autres plastiques et puis les autres déchets comme carton, papier, etc. Ensuite, on enlève la couleur, très important la couleur. Et finalement, on va remettre le polystyrène sous son état solide. Donc, on sépare le polystyrène et l'huile essentielle. Donc, on obtient des pellets de polystyrène recyclé. Puis ces pellets-là, c'est des billes. Hein. On peut les réutiliser pour refaire les produits que vous avez vus au début. Donc, c'est vraiment circulaire. Là, vous avez quelques images. Là, donc, à gauche, vous voyez les déchets qu'on peut prendre. Donc, des fois, c'est vraiment extrêmement sale. Et puis, à droite, vous avez le produit recyclé. Donc, vous voyez, c'est des petites billes. On appelle ça des pellets. Donc, ceux qui sont transparents, c'est un type de polystyrène. Puis, ceux qui sont blancs, c'est un autre type de polystyrène. Il y en a un, c'est du General Purpose Polystyrene. Puis l'autre, c'est du High Impact Polystyrene. On s'en fout. Donc, voilà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut enlever toute forme de contamination. Puis, c'est ça qui est vraiment, vraiment important pour arriver à remettre sur le marché avec une bonne valeur. Et comme je disais, donc, nous, on a inventé la technologie. Donc, je vends la technologie à travers des licences. Donc, je peux vendre ça à des gens qui fabriquent du polystyrène et je leur donne en fait le droit de recycler avec ma technologie, puis je les aide. Je leur dis comment faire, je leur dis quelle machine acheter, comment les installer, je les aide à monter leur usine. Puis ensuite, je démarre l'usine pour eux, on entraîne leurs gens, puis tout le kit, jusqu'à ce qu'ils soient capables de recycler eux-mêmes. Voilà. Merci Solène. Question à Christophe maintenant pour que tu puisses peut-être rebondir sur ce que vient de nous présenter Solène. Est-ce que toi, dans ton activité, tu touches à ce genre de produit, le polystyrène en particulier? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'achètes, tu le revends ou c'est plus d'autres types de déchets sur lesquels tu t'intéresses? Alors non, je travaille sur ces produits-là. Et ouais, je vais carrément rebondir parce qu'on est vraiment dans le même métier avec Solène. Et pour moi, elle est un exutoire, Solène. Et surtout, elle est un exutoire d'un avenir que l'Europe et le monde est en train de se dessiner, c'est-à-dire du recyclage, ce qu'on commence à appeler chimique enfin chimique carrément même. Là, c'est par dissolution, mais en fait, il faut bien comprendre une chose. Le recyclage en France, il marche comment? Enfin, dans le monde, il marche comment? Il marche mécaniquement. C'est-à-dire que pour recycler un produit plastique aujourd'hui, on fait quoi? On va le laver, on va le broyer, on va le fondre. Voilà. Mais tout ça, c'est des procédés mécaniques. D'accord? Quand je prends un flacon de shampoing qui est chez vous, vous allez le mettre dans votre bac jaune, il va arriver sur le centre de tri, on va en mettre plein ensemble, on va les trier, on va en mettre plein ensemble. Moi, je vais les reprendre, je vais le vendre à une usine. L'usine, elle va faire quoi? Elle va le laver, le broyer, séparer le bouchon qui n'est pas de la même résine, enlever l'étiquette, enlever le shampoing, et à la fin, elle va avoir un petit produit de plastique tout découpé de 5 mm. Elle va le fondre, ce produit-là, et elle va dire, je refabrique un polyéthylène avec ce produit-là. C'est un peu la même chose que Solène, sauf que Solène, elle a fait une étape qu'on n'arrivait pas à faire jusque-là. Elle dissout ce produit-là, au lieu de le laver, de le nettoyer, elle le dissout, et elle est capable de récupérer le polystyrène. Et en fait, l'avenir qui est en train de se dessiner, mais qui nécessite d'énormes investissements, parce qu'on est allé au bout de la technologie de mécanique de pouvoir séparer les produits, on se dit, le next step, c'est quoi? Le next step, ça va être le chimique, la dissolution ou la pyrolyse. Et c'est des technologies qui aujourd'hui coûtent très cher. Si je voulais comparer, je dirais que, alors je parle de mon époque à moi, mais quand ils sont sortis les écrans plasma, ça coûtait 30 000 € un écran plasma. Et puis, 5 ans après, ça valait plus que 1000 balles ou 500 balles. Et qu'aujourd'hui, on est sur du LED. On est sur une autre technologie qui coûte beaucoup moins cher. On est un peu dans cette même révolution sur le plastique, de se dire, si on veut aller plus loin chercher des plastiques, il faut inventer quelque chose de neuf. Le polystyrène est un des meilleurs exemples aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce que le polystyrène, moi et Valorplast et recycler et tout ce dont elle a parlé tout à l'heure, on ne sait pas les recycler aujourd'hui quand ça vient de la collectivité. Il faut savoir que les tonnages plastiques en France, vous avez 1/3 qui vient de la collectivité et 2/3 qui vient de l'industrie. D'accord? Donc tout ce que vous mettez dans votre bac jaune, ça c'est 1/3, c'est 350 000 tonnes par an. À l'inverse, tout ce qui vient de l'industrie, c'est tout. Hein. C'est la pièce automobile, le pare-choc, ça va être la housse dans la grande distribution, ça va être tout ce que vous avez chez vous. Tout ça, c'est de l'industrie. Et là, on n'est plus sur des chutes de production où on va aller dans l'usine, récupérer le produit, le broyer et le récupérer derrière. Donc, quand on a des technologies comme la sienne, on se dit, on va pouvoir passer une étape supplémentaire. Là, effectivement, l'État aide parce que l'ADEME est en train d'aider, finance de la recherche dans ces domaines-là parce qu'elle se dit, si je veux aller chercher
il y a 5 millions de tonnes qui sont mises sur le marché de plastique en France chaque année, on en récupère à peine 1 million. Il manque 4 millions, on fait 22-23% de taux de recyclage. Les chiffres ne sont pas exacts, mais c'est à peu près ça. Donc, il faut vous dire comment on va chercher ces 4 millions de tonnes de plus. Eh bien, on va trouver des usines comme elles qui vont aller le faire. Donc, moi, mon but jusqu'à présent, moi, mon métier à moi, c'était quoi? C'était de faire ce qu'on connaît avec à la marge de dire je vais avoir une usine qui va être capable de le recycler. Quand je veux vendre du polystyrène, type la collecte sélective, tous les pots de yaourt dont elle a parlé, toutes les barquettes, etc., tout ça, c'est des polystyrènes qui sont en mélange, c'est dégueulasse, il y a encore du lait dedans, il y a encore du fruit, c'est pas beau, ça pue, c'est pas bien. Et l'usine qui va recycler ça, elle n'est pas capable de prendre ça. Parce qu'elle me dit, non, c'est pas un produit propre, mon lavage va pas être suffisant, j'y arriverai pas. Pour être clair, je crois qu'on en a déjà discuté avec Solène. Solène, elle n'a pas la capacité avec son outil, encore aujourd'hui, de prendre ce type de produit et d'enlever tous ces produits dégoûtants qui sont avec. Mais ça veut dire qu'on avance et qu'on progresse énormément sur ce genre de technologie. Et donc, dans quelques années, on va y arriver. Donc aujourd'hui, ces produits, soit ils partent en valorisation énergétique parce qu'on ne sait pas le faire, soit ils partent en valorisation parce qu'on va avoir un outil mécanique qui va être capable de le faire. Et moi, mon métier à moi, alors ce qui est intéressant... On ne lave pas encore les bouteilles de shampoing, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de recherche et développement dans cet univers-là. Alors, c'est ce que tu dis. Si, on lave les bouteilles de shampoing, au contraire. Ça, c'est des produits qu'on sait bien faire. Excuse-moi, on ne dissout pas encore les bouteilles de shampoing. Alors, c'est pas exactement pareil. Les bouteilles de shampoing, on les lave, on les fond, on les met en température, on monte à 100 degrés ou un peu plus, ça fond, et là, on refait un Scooby-Doo avec ça, et ce Scooby-Doo qu'on coupe, ça fait des granulés, et ça remplace la matière vierge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le recyclage fabrique un produit, on appelait ça à une époque la matière première secondaire. On refabrique une matière première, d'accord? Cette matière première qu'on fabrique, on la revend sur les marchés, c'est là qu'on fait du trading. On revend cette matière à des gens comme Danone, comme qui tu veux, qui refabriquent des bouteilles de shampoing, des bouteilles d'eau, etc. D'accord? Avec certaines exigences de qualité. Elle a parlé tout à l'heure du grade alimentaire. Ça n'existe aujourd'hui que sur le PET. Mais on revend ces marchés. Et ce qui est très, très intéressant dans nos métiers, c'est la volatilité de ces marchés-là. Donc, il se passe quoi? Là, depuis 1 an ou depuis 2 ans, la Chine, qui était très consommateur de plastique et de papier carton recyclé, du jour au lendemain, elle a dit, moi, j'en ai marre de prendre tous ces produits parce que j'en ai marre, je n'achète pas des produits très beaux et donc je suis un peu la poubelle du monde, j'en ai marre. Et nous, on utilisait ces filières parce qu'ils savaient trier à coût beaucoup moindre que les nôtres parce que leur main-d'œuvre était moins chère. Et donc, l'ensemble du monde envoyait en Chine. Du jour au lendemain, la Chine, elle a dit, j'en veux plus, j'arrête tout. Et donc, tous ces produits se sont retrouvés en Europe, en Amérique, un peu partout, et avec des exutoires qui n'étaient pas suffisants. Quand vous avez beaucoup plus d'offres que de demandes sur les usines qu'on avait, tous les marchés se sont écroulés. Donc, des marchés qui valaient peut-être 800-900 € la tonne de granulés il y a 2 ans, en l'espace d'1 an, sont passés à 600-650 € la tonne. Donc, quand tu as un outil de production qui produit, toute la chaîne de production qui a perdu plus d'1 tiers de sa valeur, elle n'arrivait plus à bosser. Et depuis 2 ans, on est dans des trends où ça bouge, ça bouge tous les mois. Je vous donne pour vous donner un exemple, il y a 1 an pile, en mars, 1 tonne de carton recyclé, 1 tonne, donc un ballot de paille d'1 tonne là, de carton, ça valait 30 €. Aujourd'hui, ça vaut 170 €. Il faut comprendre, ça a fait x5 en l'espace d'à peine 1 an. Et ça, c'est des choses qui sont assez hallucinantes qu'on ne connaissait pas dans ces hauteurs-là. Donc Solène, elle est un peu dans un marché un peu différent parce qu'elle n'a pas forcément, je pense, tellement que ça, l'influence du prix, parce qu'elle a construit quelque chose où il y a assez peu de solutions. Donc finalement, ces fournisseurs, ils sont bien contents de l'avoir, ils sont bien contents d'envoyer leurs tonnes chez elles, et ils n'ont pas besoin de négocier chaque mois les prix. Moi, c'est à la semaine ou au mois que je vends mes tonnes et que j'arbitre entre, je vends un A, B, A, C, avec toujours un socle de base qui est de dire je vends 50, 60, 70%, je ne toucherai jamais à ça, c'est des contrats annuels ou pour 2 ans, et je ne touche pas à ces contrats, ils ne bougent pas, ils suivent les variations de marché. Donc chaque mois, on a un cours de bourse et on suit ces marchés-là. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je rajoute une dernière chose qui est importante parce que Solène l'a abordé tout à l'heure. Elle a abordé la taxe plastique. Il y a un autre élément qui va avec la taxe plastique. Il faut savoir que le donneur d'ordre public a un effet chez nous qui est hyper important. Ça fait des années que le monde du recyclage se bat
et pousse le gouvernement à dire c'est vous qui devez être moteur. Pourquoi? Parce que tant que vous ne taxerez pas, tant que vous ne ferez pas payer les gens ne recycleront pas. C'est-à-dire que toi, si tu es chez toi et qu'on ne te demande rien, on t'a pas mis une bague jaune, on t'a pas dit qu'on va collecter, ou si tu es dans la rue, tu vas mettre ta bouteille, tu vas la mettre dans la première poubelle qui va venir. Si on te dit, bah non, mais si tu fais ça, tu vas avoir une amende, on te dit de la mettre dans la poubelle jaune, bah, tu n'as pas envie de payer l'amende, tu vas la mettre dans le bac jaune. Et donc, on va la recycler. Bah, c'est ce qu'on pousse aujourd'hui. Et pour pousser, on dit quoi? On dit, bah, dans les 5 prochaines années, toi, l'État, tu dois obliger tout metteur sur le marché, que ça soit en plastique, en papier, en carton, en n'importe quel matériau, on te dit tu devras mettre 20% de matériaux recyclés dans le matériau que tu vas fabriquer, dans le produit que tu vas fabriquer. Et le fait de faire ça, on parlait de 1 million de tonnes tout à l'heure en plastique, si naturellement on fait ça, ça va créer une demande, et on l'a vu aujourd'hui sur le PET bouteille, la bouteille d'eau, ils se sont engagés, les fabricants de bouteilles, à mettre 20, 30, 40% de PET recyclé dedans, ce qui fait que les prix effectivement explosent et on a une différence entre le prix du vierge et le prix du recyclé, parce qu'il y a une forte demande sur le prix du recyclé. On commence à se séparer des marchés. Vas-y. Ok, non, c'est passionnant, je ne t'interromps pas. Solène, je te laisse rebondir, c'est toi la professionnelle, tu as sans doute des choses à ajouter. Puis dans 3 minutes, on passera 5 minutes à aller sur notre dernière partie. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je suis complètement d'accord avec Christophe. Il y a plein de choses qu'il dit là-dedans qui font énormément écho à ma situation, à moi. D'abord, c'est vrai que le recyclage mécanique, c'est ce qui se fait aujourd'hui, puis qu'on l'a poussé aussi loin qu'on pouvait le pousser, là, puis on arrive au bout. Donc, les nouvelles technologies qui arrivent, c'est pas pour remplacer le recyclage mécanique, hein, il va continuer, mais c'est pour traiter les flux que le recyclage mécanique ne peut pas traiter, ceux en particulier qui sont particulièrement contaminés, bref, les trucs qui sont dégueulasses et qui puent. Donc, ma techno, à moi, elle veut faire ça, là, elle fait ça. Notre procédé de purification, justement, c'est pour enlever toutes sortes de contaminants. Alors, Christophe, pour répondre à ta question un petit peu, qu'est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui? Eh bien, par exemple, pour tout ce qui est EPS, on peut prendre les fish box telles quelles. Donc, s'il y a des restants de poissons, s'il y a de l'eau, si ça pue, il n'y a pas de problème, on les prend telles quelles. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et puis, sur le rigide, sur le HIPS ou le GPPS rigide, on le prend grindé washé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un pré-traitement de base. Donc, il a été lavé à l'eau, souvent avec de l'eau avec de la soude, et puis il a été déchiqueté. Mais c'est tout. Donc, il va rester un petit peu d'eau de plastique avec, il va quand même rester un petit peu de papier. Bref, le feedstock rigide qui rentre dans notre procédé, il a à peu près 70-75% de polystyrène. Et il y a 25%, ouais, c'est ça, 25% de autre chose, donc papier, carton, eau de plastique, et 5% de contamination chimique, donc les colorants, les additifs, la colle, tout ce que tu veux, quoi. Donc voilà. Et puis à un moment donné, tu as évoqué la pyrolyse, effectivement. Et donc ça, c'est une technologie qui a beaucoup d'avenir aussi, mais qui est très très chère. Donc nous, on essaye de se positionner entre les deux. On est plus cher que le recyclage mécanique, mais on est moins cher que la pyrolyse. Et puis, on peut traiter des flux plus contaminés que le mécanique et plus contaminés que la pyrolyse aussi, parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'un procédé de purification. Puis, pour autant que je sache, il n'y a pas de procédé qui est plus efficace vraiment au niveau purification que le nôtre. Donc, voilà. Donc, c'est ça, le segment de marché qu'on vise, c'est vraiment celui-là, d'être la technologie la plus affordable et puis de traiter tous les flux. Alors, on va mettre des chiffres là-dessus. Donc, je vais vous partager une petite slide avec des chiffres. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous disais, moi, je vends ma technologie à travers des licences. Donc, la licence, c'est le droit d'utiliser ma technologie. On ne leur donne pas juste le droit, on leur donne tout le support, tout le service qui va avec, on les accompagne, etc. Et on va faire quoi? Et je vends cette technologie-là aux transformateurs de polystyrène. Donc, c'est des gens que d'habitude, ils achètent du polystyrène vierge et puis ils le transforment, par exemple, en panneau isolant ou en casque de vélo ou en pot de yaourt ou tout ce que vous voulez. Donc là, j'ai fait un petit exemple. Donc, le client, il a une usine qui fait 7000 tonnes par an, par exemple. Donc, chaque année, il achète 7000 tonnes de polystyrène. Donc, dans le cas actuel, qu'est-ce qui se passe maintenant là? L'année 1, il achète 7000 tonnes de polystyrène vierge
qui coûte 1,3 € le kilo. Donc voilà, la première année, il dépense 9 millions d'euros. La deuxième année aussi, il achète la même chose, donc il dépense un deuxième 9 millions d'euros, donc ça fait 18 en tout, etc. Puis ça augmente comme ça jusqu'à la naissance. Et moi, ce que je lui propose au client, donc, c'est de changer. Plutôt que d'acheter du vierge, il investit dans la techno et puis il va recycler. Donc, s'il décide de faire ça, ça va être quoi ses coûts? D'abord, il a des coûts de collecte, parce que ça, c'est toujours, c'est vraiment un point important. L'accès aux déchets, c'est toujours ça. Donc, mettons qu'il va payer à peu près 15 sous par kilo pour récupérer ces déchets. Disons qu'il sait où ils sont là, puis il va mettre en place un réseau, il va utiliser ses propres camions vides pour ramener ces déchets. Bon, voilà. Donc ça va lui coûter 15 sous par kilo. Ensuite, le coût du recyclage lui-même. Il utilise ma technologie. C'est quoi le coût d'opération? C'est 0,33 € par kilo. Ça, c'est vrai, hein, c'est un vrai chiffre. Donc voilà, si il veut recycler, son total de ses coûts d'opération, c'est 48 sous par kilo. Voilà. Ça, c'est le coût d'opération. Maintenant, on regarde l'investissement. Donc, je vous ai dit, la fameuse licence, je la vends à 2 millions d'euros. Et il faut qu'il achète les machines. Il faut qu'il achète l'usine, puis qu'il la construise, puis tout le kit. Alors ça fait 11 millions d'euros. Donc, les deux ensemble, ça fait 13 millions. Donc, maintenant, on regarde ce que ça donne dans ses états financiers. Donc, la première année, il a toujours son 7000 tonnes. Mais au lieu d'acheter du vierge, là, il le recycle. Donc, 7000 tonnes multipliées par 48 sous par kilo, ça fait 3 millions d'euros. Puis là-dessus, il faut qu'il amortisse son investissement, donc le 13 millions. Donc, le 13 millions plus le 3 millions, ça fait 16 millions. Donc, si tu compares à s'il avait continué comme avant, avant, il payait 9 millions, cette année, il va payer 16 millions, bon, c'est trop cher, c'est pas rentable. Par contre, si son amortissement, il l'amortit sur 3 ans. Là, tu vois qu'au bout de 3 ans, s'il a continué à recycler, il a dépensé 10 millions au lieu d'en avoir dépensé 27 s'il avait acheté du vierge. Puis avec son investissement, ça lui fait 23 millions. Donc, tu compares le 23 millions versus le 27 millions, là, c'est rentable. Là, il a gagné 4 millions d'euros. Donc, c'est rentable dès la 3e année. Et puis, évidemment, plus les années continuent, plus c'est rentable. Donc voilà, c'est ça que je dis à mes clients. Là, si vous choisissez d'investir. Le recyclage, c'est rentable. C'est le discours que tu dois dire à tous tes clients. Le recyclage, c'est rentable. Et je pense que c'est absolument fondamental d'être convaincu de ce point-là. On dit souvent que le recyclage, c'est un coût. Mais pour beaucoup de monde, Christophe, je ne sais pas si tu es d'accord, mais le recyclage, c'est quelque chose où tous les industriels devraient être convaincus de cette rentabilité. On économise en recyclant. À la fois, oui et non. Si tu veux bien, Christophe, je vais répondre à cette question-là. En fait, moi, je vais te dire, honnêtement, ça a été ça ma grosse désillusion, en fait, quand j'ai créé cette compagnie. Parce qu'au début, je me suis dit, les clients, si je leur propose un truc qui est écologique et qui leur coûte aussi cher et le même prix que le vierge, ils vont faire le switch. C'est parce qu'à prix égal, tu préfères quelque chose qui est écologique. Eh bien non, ça ne marche pas. Ça ne marche même pas du tout. Parce qu'à chaque fois que j'ai proposé ça à un client, le client il m'a répondu, mais pourquoi j'investirais dans ton truc alors que je peux investir dans une autre machine de production et donc produire plus et gagner plus. Voilà. Donc, ça fait que quand tu veux vendre une technologie de recyclage, il ne faut pas se dire à prix égal, ils vont prendre quelque chose de recyclé. Non, tu es obligé d'être plus compétitif que le vierge pour qu'il fasse le switch. Donc ça, quand je me suis rendu compte de ça, ça a été une grosse désillusion. Et puis, il a fallu que je reprenne… Il y a ce point-là, et puis il y a le point aussi dont on parlait Christophe aussi tout à l'heure, c'est que l'État en vient in fine quelque part à contraindre au recyclage. Ouais, et puis il faut absolument ça. Et d'ailleurs, l'Europe, c'est l'endroit du monde qui est le plus en avance pour les technologies de recyclage, pour les clean tech, parce que les gouvernements européens, ils mettent en place des réglementations. Nous, ici, en Amérique du Nord, on en a très, très peu des réglementations. Pourquoi? Parce que l'opinion publique n'est pas aussi prête à recycler et aussi parce que le gouvernement n'est pas aussi interventionniste. Et puis, en Asie, ils n'en ont pas non plus des technologies de recyclage aussi avancées. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres priorités. C'est des pays émergents quand même, donc ils ont d'autres trucs à faire avant de recycler. C'est ça la réalité. Et que l'Europe est le pays le plus avancé parce que,
le groupe économique le plus avancé parce que les gouvernements mettent en place cette réglementation. Et sans ça, il ne peut pas y en avoir de recyclage. Je vais ajouter un petit peu au moulin de Solène. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur l'Asie et notamment la Chine. La Chine est devenue en avance sur tout le monde, hein. La Chine, ils vont à une vitesse, c'est juste incroyable. Ils ont fait en 30 ans ce qu'on a fait en plus d'un siècle. Donc eux, c'est des machines de guerre, ils vont hyper vite. Moi, ils me sidèrent. Et quand tu vas voir dans des usines là-bas, tu peux manger dans leurs usines. C'est plus du tout l'image qu'on avait d'avant. Ça, c'est la Chine. Après, sur l'Europe, là où tu as complètement raison, c'est vrai qu'on est en avance et c'est vrai que c'est hyper dur, en fait, les réglementations européennes parce que on est beaucoup tiré par les pays nordiques et les pays nordiques, quand ils font quelque chose, ils disent, ah, vu, on l'a fait chez nous, ce serait bien de le faire partout pareil. Et donc, ils disent à l'Europe, ça, c'est le bon exemple. Et l'Europe, bon élève, dit, bah, c'est ça qu'on va faire. Et quand l'Europe dit quelque chose, bah, après, ça se traduit. Donc, un arrêté de l'Europe, ça se traduit par un décret national. Et donc, on le traduit en loi française. Et là, on est tous à se regarder en disant, bah, mais c'est hyper contraignant, ça coûte cher, c'est pas, on va jamais y arriver, etc. Bah ouais, mais en fait, c'est plus une question, c'est une obligation. Par exemple, aujourd'hui, moi, si je veux vendre à la grande exportation du plastique, c'est devenu hyper compliqué. Mais quand je vous dis hyper compliqué, il y a des dossiers à rendre qui sont hyper compliqués. Il y a les douanes qui viennent vérifier. Enfin, le moindre truc, on a peur. Pourquoi? Parce que depuis 3 ans, on a du plastique bashing dans tous les sens. C'est vrai essentiellement sur le plastique, mais c'est vrai sur d'autres produits, type les cartons ou les aciers, les ferreux, etc. On a un peu ce problème partout. Donc effectivement, l'Europe est en avance, je ne sais pas, mais elle tire en tout cas, et elle est très contraignante. Et d'où effectivement ce qu'on disait tout à l'heure sur l'interventionnisme de l'État et le taux d'incorporation. C'est ces choses-là qui font que ça change un peu la donne. Et alors, pardon, et pour répondre à ta question sur l'économie, on ne peut pas forcément crier haut et fort que le recyclage, c'est rentable. Moi, ce que j'essaye d'expliquer à toutes les entreprises que je vais voir ou les collectivités, c'est en travaillant un peu, on va faire que recycler, ça ne vous coûtera pas plus cher que de traiter en enfouissement ou en incinération. Il faut nous laisser travailler, il faut nous laisser étudier. Et quand tu cherches un peu, très honnêtement, ça coûte moins cher. Mais il faut chercher. Après, il y a d'autres technologies, dont on parlait tout à l'heure, le chimique, la pyrolyse, pour info, tout à l'heure, on ne l'a pas expliqué, c'est de transformer un plastique en essence, en fuel. Okay, donc, tout ça, c'est des technologies qui vont coûter très cher aujourd'hui, mais qui demain coûteront moins cher parce qu'on sera habitué. Donc, non, aujourd'hui, il y a assez peu d'entreprises de recyclage qui arrivent finalement, indépendamment, à en vivre tout seul si tu n'as pas à un moment une aide de l'État, une aide de quelque chose, etc. Et par contre, c'est hyper. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des technologies. Les centres de tri d'aujourd'hui sont des cathédrales de technologie. Hein. Donc, quand tu arrives aujourd'hui sur du recyclage, tu es vraiment sur des ingénieurs, des outils hyper performants. L'image d'Épinal du tri à la main, il y en a encore. Hein, je ne dis pas le contraire. Du petit tri un peu dans le coin du récupérateur et du ferraillou, il y en a encore, mais c'est quasiment terminé ça. Aujourd'hui, tout est drivé par les grands groupes et voilà, c'est vraiment des institutions, quoi. D'accord. On a une question d'Emma, c'est quelle est la place de la gestion des déchets dans la RSE? Alors, la RSE, alors, on en entend plus en plus parler parce que la plupart des groupes veulent justement aller là-dedans. Alors, encore une fois, il y a de l'économie et il y a de l'intérêt RSE. C'est-à-dire qu'on veut aller vers l'environnement, mais on ne veut pas que ça coûte trop cher. Et aujourd'hui, un des grands sujets, d'ailleurs, c'est la consigne, qui est un sujet dont on parle depuis 1 an, parce qu'on se dit, il faut peut-être aller plus sur la consigne, ça serait bien, et finalement, on n'a pas envie de payer. J'ai entendu, il y avait une émission, je crois que c'était hier ou avant-hier, où on parlait de Danone. Danone qui, depuis des années, a toujours été l'emblème de la RSE, de dire, moi, j'ai envie de m'engager sociétalement, environnementalement parlant, énergiquement, j'ai envie de faire du bien à la planète. En fait, j'ai envie de faire mieux. Or, en faisant ça, ça coûte de l'argent de faire ça, faut bien comprendre. En faisant ça, à un moment ou à un autre, elle tombe sur des actionnaires qui changent, parce que les actionnaires, ça change, surtout dans ces groupes-là. Et puis quand tu as des fonds d'investissement qui arrivent, ils veulent du profit. À un moment, ils disent tout ça c'est bien, mais ça coûte cher. Et finalement, je préférais qu'on ait un peu plus de profit. Donc on met ça un peu de côté. Néanmoins, c'est toutes ces grandes entreprises qui ont ces réflexions environnementales qui tirent finalement les lois, les gouvernements, et qui amènent à ce qu'on aille un peu plus loin. Ouais, moi, je suis un petit peu modérée sur. Ouais, c'est ça, je suis un petit peu modérée sur la RSE.
j'ai tendance à penser que souvent, c'est du greenwashing, puis que derrière, c'est comme ça. C'est sûr que Danone se vante d'être une entreprise à mission et tout le kit, etc. Ben, vas-y, recycle-les, tes pots de yaourt. À date, ils n'ont pas investi dans le recyclage et puis en plus, ils ne poussent pas les gens qui font du recyclage. Donc, comme je dis, ça recoupe pas mal ma désillusion quand je me suis rendu compte que les clients ils ne vont pas investir dans une technologie de recyclage parce que ça coûte le même prix que le vierge. Non, c'est comme… Ils vont faire le move uniquement si ça fait de l'argent. Point. Il n'y a pas de on va faire le move parce qu'on veut protéger l'environnement ou ci ou ça. Là. Ils font le move là, si tu leur prouves qu'ils vont gagner de l'argent et à court terme. Hein. Tu peux leur dire dans 10 ans, ce sera rentable. Hein. Et je vous ai montré un plan d'affaires qui est rentable à 3 ans. C'est le plus qu'on peut étirer. Je te rejoins, je suis d'accord. Et je les connais bien, Danone, parce que j'ai oublié de préciser, mais moi je suis président de la branche plastique de la Fédération du recyclage. Donc je suis souvent en phase de. Alors, on ne va pas citer que Danone, il y en a plein d'autres. Hein, mais je suis même carrément d'accord avec toi. Tu es en face de gros industriels et tu discutes en direct avec eux. C'est tes responsabilités dans les différentes fédérations aujourd'hui, c'est ça? Je n'ai pas compris ta question. Je suis responsable quoi? Non, c'est ton investissement dans les différentes instances nationales. Alors ça, ouais, fédérations du c'est un recyclage. intérêt sur le côté entrepreneurial dont tu voulais qu'on discute. Effectivement, moi, donc j'ai monté ma boîte, mes boîtes, parce qu'aujourd'hui j'en ai 3. Je me suis investi il y a 5 ans dans la fédération du recyclage, mais à un niveau plus élevé. C'est-à-dire qu'avant, j'étais adhérent, partenaire, j'allais aux réunions dans des branches, et puis un jour, je me suis présenté pour être président de la branche nationale plastique, dont je suis président depuis 5 ans, bientôt 6. Et je dois reconnaître que le fait de s'engager dans des instances comme ça m'a amené énormément de choses. On n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu cet investissement qui aujourd'hui est partagé avec Grégoire, puisqu'il le fait aussi en régional. Tu connais tout le monde, tu rencontres tout le monde, tu as une vision politique, tu as une vision économique, tu rencontres tu as un réseau de dingue. Et en fait, ce réseau de dingue fait que c'est quand même un tout petit monde, le recyclage, il ne faut pas l'oublier. C'est un tout petit monde. Il y a très peu d'acteurs. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les gros, ils sont là, ils sont présents. Mais moi, je navigue avec eux puisque je suis au même endroit qu'eux. Et en plus, je préside une branche où j'ai des acteurs majeurs de ces gens-là. Donc, ça m'arrive de discuter avec les grands patrons des grands groupes. Et tout comme avec le trieur sur une chaîne de tri. Et ça, moi, j'adore. Hein. C'est vraiment un truc qui m'éclate. D'avoir cette différence de niveau, j'adore. Et je pense que le réseau, j'ai vraiment été assez dubitatif au début, je ne voulais pas y aller. Et c'est une super expérience et que je recommande. Je pense que vraiment, il faut penser à ça quand on veut développer sa société. Ça prend énormément de temps, c'est pas payé, mais c'est pas payé en numéraire. Par contre, ce que vous en retirez, c'est énorme. Pour terminer, parce qu'il est déjà 19h et le temps a passé à une vitesse folle, on aurait pu parler effectivement de votre expérience entrepreneuriale, parce que finalement, c'est votre bébé que vous avez lancé, Solène, c'est ta propre entreprise. Pour terminer, Solène, tu peux en parler, ou alors peut-être ouvrir sur une question simple. Si moi j'ai envie de travailler dans l'univers du recyclage, est-ce qu'il y a du job? Est-ce qu'il y a des ouvertures pour bosser dans cet univers-là, peut-être dans ta propre entreprise, pour aller au Canada? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, donc c'est ma compagnie. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Moi aussi, c'est vraiment bien. Par contre, c'est super intense. Hein. En fait, il faut que je partage mon temps entre faire des ventes, vendre la technologie et puis lever des fonds. Parce que comme on est une start-up, on n'est pas encore rentable présentement. Je veux dire qu'on ne fait pas assez de ventes pour couvrir nos dépenses. Donc, il faut régulièrement qu'il y ait de nouvelles injections de fonds. Donc, c'est pour ça que je lève des fonds régulièrement. D'ailleurs, on est en train de closer une dernière ronde. Là, donc, jusque-là, on a levé 22 millions de dollars canadiens. Donc, c'est vraiment tout à fait passionnant. Et puis, c'est vraiment le fun aussi de travailler pour quelque chose dans lequel tu crois. Et honnêtement, c'est plus facile de travailler dans le recyclage que de travailler dans les sables bitumineux. Hein. Vous savez que le Canada est un exportateur de pétrole et puis on l'extrait depuis des sables. Donc, c'est extrêmement polluant. Donc, j'ai beaucoup plus de plaisir à faire du recyclage. Mais c'est sûr que c'est très intense et c'est un milieu de requins.
Donc, Mais il y a du quand même travail, des il y en a. emplois. Est-ce qu'il y a des emplois dans cet univers-là? Je poserai la même question à Christophe tout à l'heure. Au Canada, est-ce que sur cette dis-moi. Absolument, oui. C'est vraiment un domaine qui est en croissance, hein. On parle de plus en plus de recyclage. Le recyclage des plastiques, c'est vraiment tendance. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là. Il y a du travail chez les gros recycleurs type Suez, Veolia, etc. Mais ce n'est pas forcément, à moins que vous arriviez à un niveau décisionnel, et puis là, effectivement, c'est bien, mais pour commencer, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure place où aller, parce que, comme je disais, c'est vraiment un environnement très, très tough. Donc, peut-être commencer à être dans des plus petites structures pour comprendre plus progressivement comment ça fonctionne avant de passer à des postes plus décisionnels. Alors, les plus petites structures, peut-être au niveau régional chez toi, Christophe, alors. Écoute, moi j'ai les deux avis. J'ai commencé dans un grand groupe. Moi je suis sorti de Subdeco, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dans un grand groupe. C'était mon truc. Je rêvais que de ça. Je l'ai fait. J'ai adoré. J'aurais jamais eu ce que j'ai eu ce que j'ai eu chez Suez. J'ai tout de suite touché à des niveaux que j'aurais jamais eu et que je pense que j'aurais pas non plus, qui m'ont énormément servi. Aujourd'hui, moi j'ai une petite société. On prend des apprentis chaque année. On en a déjà embauché 2 sur les 5 qu'on a eu. Donc notre petite société à nous fait son bonhomme de chemin et je pense qu'ils s'amusent chez nous. Honnêtement, nous, on est très contents de les avoir. On a une super relation avec eux. Donc c'est 2 modèles complètement différents. On ne parle pas de la même chose. Là, on est dans une petite structure locale, on s'amuse bien, voilà. Et puis avoir touché et continuer d'ailleurs à toucher au gros, c'est top. Donc voilà, l'emploi, il y en a, c'est des marchés d'avenir. L'environnement, hein, ça fait que commencer. J'ai envie de dire, ça fait déjà 30 ans, mais ça ne fait que commencer. Il n'y a pas de bulle financière de l'économie responsable, comme le dit Marine là, dans le chat. Il y a une question, il n'y a pas de bulle financière. Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'investissements et de fonds qui sont mis à disposition sur ces domaines-là. Parce que voilà, il y a un brainwashing, enfin un greenwashing, pardon, énorme. Tu vois là, le plan de relance de l'économie du gouvernement, il y a 1 milliard d'euros sur rien que l'environnement, quoi. Donc c'est pas n'importe quoi. On considère que c'est une industrie à part entière et que c'est un marché qui va créer de l'emploi parce qu'il n'est pas délocalisable, il est là. Voilà. Après, il y a énormément de technologies qui se mettent en avant, qui demandent des fonds et qui tu te demandes vraiment si ça va marcher, quoi. Alors heureusement, je parle pas de Solène, hein, parce que Solène, je peux vous assurer que cette technologie elle marche et qu'elle marche bien et qu'il faut qu'elle soit diffusée à plus grande échelle. Je vois d'autres technologies qui sont pour moi en attente. On attend, tu vois, la pyrolyse, j'attends de voir, quoi. On voit des trucs, on voit plein d'idées, mais on est au balbutiement du truc. Mais il faut passer par là. Donc voilà, donc une bulle financière, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que regarder les groupes qui sont là-dedans, bah, ce n'est pas des groupes qui sont juste de la finance. Enfin, prenez Suez, Veolia, c'est des gens qui sont auprès des collectivités du terrain depuis des années, des dizaines d'années. Voilà, c'est des vrais groupes, quoi. Enfin, c'est des groupes de terrain, je veux dire. Vincent, si tu veux bien, je voudrais juste répondre à 2-3 questions qu'il y a eu dans le chat. Donc, d'abord, pour l'histoire des pots de yaourt à Rennes, si votre municipalité récupère les pots de yaourt, c'est qu'ils en font quelque chose. Présentement, je sais qu'il y a un certain nombre de pots de yaourt en France qui sont recyclés, mais en autre chose. Je veux dire en boucle ouverte. Donc, ce n'est pas du pot de yaourt pour faire du pot de yaourt, c'est du pot de yaourt pour faire autre chose, d'autres types de produits. Mais c'est déjà pas mal. C'est pas le Saint Graal, évidemment, c'est l'économie circulaire. Mais si tu peux déjà donner une deuxième vie à un plastique, c'est déjà bien. Donc, continuez à trier vos pots de yaourt. Je vais compléter juste parce que, pardon, je vais compléter cette question. Cette question, elle vient en fait, la réponse à ta question, Marine, pardon. En France, le gouvernement a imposé que d'ici à 2022, il y ait l'extension des consignes de tri sur l'ensemble des territoires de la France. C'est-à-dire que la France, les 68 millions d'habitants, fin 2022, on leur dira à tous, peu importe que tu sois dans le nord ou dans l'ouest ou dans l'ouest, des conditions de tri, les recommandations, c'est dans ton bac jaune, tu mets tous les plastiques que tu as chez toi. Tu ne te poses pas la question. Il y a un plastique, tu le mets dedans. Et moi Éco-emballage, moi Citeo, avec l'ensemble des trieurs, des récupérateurs, on va prendre ces produits-là et là, ça va être notre métier à nous de trier ces produits-là. Donc le polystyrène, le pot de yaourt, il en fait partie. Et effectivement, Rennes est bien en extension de consigne de tri depuis 2 ans ou 3 ans. Et donc la recommandation, c'est ça. Après, on amène ça sur les centres de tri et c'est vrai.
qu'on ne sait pas bien les recycler. Néanmoins, le but, c'est d'en ramener suffisamment sur les centres de tri pour qu'il y en ait suffisamment et qu'on soit capable de dire, avec ce volume-là qu'on a désormais, on est capable de tester dans des filières. Et le test dans ces filières va permettre de développer des solutions. Donc, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a déjà des camions de pots de yaourt et de mélange qui se font recycler, mais on est encore dans des phases tests qui vont arriver. Mais ça se recycle bien déjà, en tout cas en partie. Alors, il y avait une autre question qui était sur la bulle financière. Alors, moi non plus, je ne pense pas qu'il y a une bulle financière de l'économie responsable. Parce qu'une bulle, c'est quand une valeur en bourse, elle est déconnectée de la valeur réelle d'une entreprise. Donc, par exemple, en 2001, quand il y a eu la bulle de l'informatique, c'est parce que les compagnies informatiques étaient estimées en bourse à une valeur faramineuse, alors qu'en fait, si tu regardais la vraie valeur des entreprises basée sur leur chiffre d'affaires, etc., tu avais un delta énorme entre les deux. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se rend compte de ça, puis qui commence à le dire à son voisin, qui commence à vendre ses actions, et là, paf, c'est là que ça s'écrase. Donc, dans le recyclage, on n'en est pas là, parce qu'en bourse, les entreprises de recyclage ne sont pas du tout valorisées très, très haut. Il y a de plus en plus de moyens qui sont mis à disposition. Comme disait Christophe, les gouvernements investissent là-dedans. Il y a plein de venture cap qui investissent là-dedans, donc c'est bien. C'est ça qui va permettre de développer le recyclage et l'économie responsable. Mais on est loin de la bulle. On est loin, loin, loin. Est-ce que je peux répondre? J'ai vu une question d'Eric. Elle m'intéresse, sa question, parce qu'elle est sur les plastiques bio. Alors, le plastique bio, c'est un grand sujet sur lequel moi je travaille énormément avec le gouvernement, avec les fédérations. Le plastique bio, voilà, c'est une technologie qui arrive sur le marché qui dit, bah, finalement, dans mon idée, j'ai envie d'être vertueux. Donc, au lieu de faire du plastique qui pollue, bah, je vais faire un plastique bio. Alors, il y a deux types de plastique bio. Il y a celui qui est fabriqué à partir de matériaux, et puis il y a celui qui est biodégradable. Alors, biodégradable, moi, pour l'instant, j'y crois pas, et je lutte contre ça. Parce qu'on dit aux gens, tu peux jeter ton sac partout, jette-le dans la nature, c'est pas grave, de toute façon, il va disparaître. J'exagère effectivement sur la vision du truc, mais c'est le sentiment que les gens prennent dans leur tête. Or, ces plastiques-là, nous, en plastique, on ne sait pas les recycler. On ne peut pas recycler un plastique biodégradable parce que la molécule du plastique, en gros, je vais traduire un peu mal, mais en gros, c'est plus du plastique. Donc, on ne peut pas le mélanger aux autres plastiques qui ont le même effet. Un film plastique en bio, je ne peux pas le mettre dans une balle de film plastique de PE que je vais régénérer. Ça ne marche pas. D'accord? Et donc, je viens polluer des flux avec ça. Donc, il y a des gens qui ont créé des produits comme ça, dans une bonne intention, mais il faudrait pouvoir les trier uniquement eux. Et si je trie uniquement eux et que j'arrive à les récupérer, je vais dire, bah, je vais faire un gros ballot que je vais aller composter. Bah, je peux te dire qu'un gros ballot d'une tonne, tu n'arriveras jamais à le composter quoi que tu fasses. Et si jamais il se retrouve dans la mer, parce que c'est un peu le grand sujet, bah, dans la mer, il ne va pas plus se dégrader parce qu'il n'est pas dans des conditions de compost. Il fait froid dans l'eau, et donc il mettra peut-être, au lieu de mettre 300 ou 500 ans à se composter, il en mettra peut-être que 100. Mais c'est pas mieux. Enfin, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Donc le problème, c'est qu'on est vachement très intéressant, très intéressant. Ouais. Oui, je suis complètement d'accord avec Christophe, mais complètement, parce que dans les plastiques bio, effectivement, il y a le biosourcé et il y a le biodégradable. Et le biosourcé, bon, parce que là, Christophe vous a expliqué les inconvénients du biodégradable et je suis complètement d'accord. Mais le biosourcé aussi, il a des limites. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais je dis que ça a des limites. Biosourcé, ça veut dire que tu prends un produit naturel, genre des déchets agricoles ou du sucre de canne ou un truc comme ça, et tu le transformes en plastique. Et le piège que ça peut être, c'est au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Parce que ce qu'on veut faire en bout de ligne, c'est protéger l'environnement. Alors, si tu trouves un procédé qui est biosourcé, mais qui émet plus de gaz à effet de serre, ben là, tu n'as pas résolu ton problème. Tu ne pollues pas moins, là, tu pollues plus. Donc, c'est pour ça que moi, je fais du recyclage de plastique qui est pétro-sourcé, donc du vrai plastique qui est fait avec du pétrole, parce qu'on pense que justement, plutôt que de fabriquer du nouveau plastique encore basé à partir du pétrole, c'est mieux de prendre ces déchets-là, que le pétrole, il a déjà été exploité, ça a déjà été transformé, et de recycler cette même ressource-là, c'est ça qui va avoir le meilleur bilan carbone. Parce que tu n'as pas besoin de réextraire du pétrole et tu ne fais que transformer.
Donc, au niveau de ton analyse de cycle de vie, c'est certainement ça qui a l'impact le plus faible sur l'environnement. Donc voilà, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est bio, parce que c'est vert, que c'est forcément bon pour l'environnement. Il faut vraiment regarder les chiffres. Et des fois, c'est plus caché qu'on pourrait le croire là. Donc, il faut vraiment regarder les analyses de cycle de vie. Merci Solène. Je crois qu'on peut, on va clôturer la réunion, le webinaire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment d'avoir participé. C'était passionnant. Le temps a filé. Vous êtes inarrêtables tous les deux. J'espère qu'on refera peut-être un autre webinaire sur le sujet. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'ai vraiment appris plein de trucs. Bon, je ne vais pas tous les lister parce qu'il est déjà 19h11, mais c'était passionnant. Merci infiniment. Et écoutez, passez une bonne soirée. Vincent, j'ai juste un message pour tout le monde. C'est une super branche pour aller bosser. Enfin, si ça peut envoyer des vocations, c'est un métier top et c'est bosser là-dedans, c'est top. Voilà, c'est tout. Moi, je m'éclate. Je confirme. Merci à tous les deux et passez une bonne soirée. Bonne journée à toi, Solène. Merci Christophe, merci Solène. À bientôt. Salut Merci Solène. à tous. Salut à tous. Bye bye. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply.